Bonjour tout le monde. Alors, on va compléter ce que j'ai commencé. Voilà, on a commencé hier. J'espère que tous vous avez vu les deux vidéos et vous avez compris un peu les troubles du rythme. Donc, hier, j'ai commencé par les troubles du rythme supraventriculaire, c'est-à-dire à l'étage auriculaire et un peu jonctionnel. Aujourd'hui, on va compléter ce TD par Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer aujourd'hui, on va commencer ce qu'on a déjà commencé hier, c'est les troubles du rythme, les troubles du rythme. Et on a fait hier les troubles à l'étage auriculaire. Est-ce que maintenant tout va bien? Vous voyez bien l'écran et vous m'écoutez bien parce que je viens de commencer, j'ai même pas commencé. Tout va bien, vous m'écoutez bien, pas de souci. Il y a quelqu'un qui peut parler? Pour maintenant, oui, bien. Bien, je vais commencer maintenant le TD sur les troubles du rythme. Donc, hier, on a fait déjà les troubles du rythme à l'étage auriculaire, d'accord? J'espère que vous avez vu la vidéo hier, les troubles à l'étage auriculaire, c'est-à-dire la CFA, le flûteur, les extrasystoles, la tachycardie jonctionnelle. Donc, je reviens un petit peu brièvement parce que je sais qu'il y a des retardataires. Donc, je profite pour reprendre un peu ce que j'ai fait hier. Alors, hier, j'insiste et j'ai insisté surtout sur la CFA, l'arythmie complète par fibrillation auriculaire. Parce que c'est la CFA généralement qu'on fait dans l'examen, généralement c'est la CFA. Et c'est ça le problème. Et même dans votre vie courante, c'est obligatoire d'interpréter un ECG où il y a une fibrillation atriale. C'est pareil, la fibrillation atriale ou auriculaire. Essentiel, il y a une fibrillation, il y a une arythmie des oreillettes ou des auricules. En fait, comme j'ai dit hier à l'ECG, qu'est-ce qu'on voit? On a d'abord la trémulation de la ligne isoélectrique, on voit bien. Il n'y a pas d'onde P visible, il y a juste une trémulation de la ligne isoélectrique. Et la chose la plus importante dans la Pardon, il y avait coupure de... parce que j'ai reçu un appel. Donc, pardon. Donc, je répète, dans le rythme, à l'ECG, il y a toujours l'irrégularité du rythme. L'irrégularité du rythme est importante. Mais il faut faire attention, par exemple, lorsqu'il y a des extrasystoles. Lorsqu'il y a des extrasystoles, on parle toujours d'un rythme sinusal et régulier, avec présence des extrasystoles. D'accord? Il ne faut pas faire on ne dit pas qu'il y a une ACFA, parce il y a des gens qui ont fait ça. On leur donne des tracés de CG où il y a une ou deux extrasystoles. Ils vont dire qu'il y a une arythmie complète par fibrillation auriculaire. Au contraire, c'est faux. Regardez là le CG, il n'y a aucun rythme RR qui égale l'autre RR. On prend là, il n'est pas comme celle-là, il n'est pas comme celle-là, il n'est pas comme celle-là. C'est une arythmie complète par fibrillation auriculaire.
Très bien. Encore autre chose pour la CFA. Pour la CFA, on a dit le problème, c'est vrai il y a mais la complication la plus grave, c'est quoi? C'est les complications thromboemboliques. Les complications thromboemboliques, c'est-à-dire il y a formation des thrombis au niveau des auricules et après migration de ces thrombis et migration, généralement on a soit un AVC, soit on a les ischémies aiguës du membre inférieur, mais en fait c'est partout. On peut trouver n'importe quel tableau, infarctus mésentérique, infarctus rénal, ischémie aiguë du membre supérieur, etc., etc. Même ça arrive même parfois occlusion de l'artère centrale de la rétine qui va donner une cécité. Juste malade, il consulte chez un ophtalmo où il y a, à cause d'une cécité aiguë, donc cécité aiguë, l'ophtalmo va explorer, il va trouver qu'il y a une occlusion de l'artère, il va l'envoyer chez un cardiologue pour vérifier ça, ou va l'envoyer aux urgences, vous allez faire un ECG, vous allez voir ça à l'ECG, donc vous allez dire que ça, c'est une arythmie complète par fibrillation auriculaire, et là, vous allez donner le traitement anticoagulant. Généralement, on anticoagule tous les arythmies. On a un score pour vérifier est-ce qu'on les anticoagule ou non. En fait, désolé, il y a des coupures, mais chaque fois, j'arrête de parler et je continue. Je ne sais pas, problème de réseau. Dans tous les cas, on va faire le TD, même s'il y a des coupures. Moi, je vois qu'il y a des coupures et j'attends que la connexion revienne. Bref, c'est les aléas de la télémédecine, la télé quatrième année. Bref, donc je continue. Donc, il faut donner traitement anticoagulant parce que ok, donc tout ça, c'est une tachycardie ACFA. Très bien, c'est ACFA, plus que le rythme est rapide, plus qu'il y a le risque de passer vers l'insuffisance cardiaque, surtout l'insuffisance du ventricule gauche. Et donc, on va avoir baisse du débit cardiaque. Et comme j'ai dit hier, pour tout ACFA, qu'est-ce qu'on fait? On a plusieurs choix. Soit, généralement, on a le choix de ralentissement. Après, ça reste, est-ce qu'on fait ou non? Oui, je sais. Docteur, Oui, ça se coupe et et ça revient. Je sais pas. Je pense que c'est chez moi le on ne voit problème. pas la diapo. Là, vous voyez pas la diapo? Oui, on ne voit pas la diapo et on entend très mal. D'accord. Très bien. Là, vous voyez la diapo. Vous m'entendez très bien? Oui, docteur. Oui, très bien. Très bien. Je ne sais pas, ça se coupe un petit peu, mais bon, il faut accepter ça un petit peu. Si ça se coupe, c'est que même moi, j'arrête de parler et je reprends les paroles une fois elle revient à la connexion. D'accord?
Mais dans tous les cas, après, à la fin, je vous donne l'enregistrement et comme ça, vous pouvez répéter ou la réviser votre TD. Très bien. Donc, juste, j'attends, comme ça, j'ai fait un petit rappel sur la CFA. Attention, il faut toujours savoir comment interpréter la CFA, le CG, qu'est-ce qu'il y a à faire pour la CFA, comment donner le traitement anticoagulant, etc., etc. Le flotteur, c'est un peu simple si on voit le... Monsieur, Pardon? monsieur, monsieur, tu peux nous expliquer le syndrome de Parkinson-White? D'accord, ok. Alors, un camarade, il vous demande c'est quoi le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Wolff-Parkinson-White, je pense que là, je n'ai pas un ECG où il y a le Wolff. Très bien, c'est pas important. Donc, c'est quoi le syndrome? C'est une préexcitation. Préexcitation, c'est-à-dire qu'il y a un faisceau accessoire. Un faisceau accessoire, généralement, on est avec, c'est un problème de naissance, on est avec un faisceau accessoire qu'on l'appelle quinte, nous. Ce faisceau accessoire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une conduction rapide des oreillettes vers les ventricules. C'est comme un faisceau rapide, il fait une conduction directe des oreillettes vers les ventricules. Je vais revenir à un schéma où on avait, voilà, ici. Regardez, au principe, la connexion rythmique, la stimulation, elle commence par les oreillettes et elle descend vers les ventricules, mais elle est lente. Pourquoi elle est lente? Parce que ici, déjà dans les oreillettes, il n'y a pas de vrai passage. C'est juste les cellules myocardiques qui vont passer côté à côté pour arriver jusqu'à nœud AV. Et après là, c'est vrai que là, c'est rapide, mais là, il y a un ralentissement au niveau des oreillettes. Le Wolff-Parkinson-White, il y a un faisceau qui passe des oreillettes ou des oreillettes droite ou oreillettes gauche directement vers les ventricules. Donc, c'est une préexcitation. Donc, la voix est rapide. La voix est rapide. Comment ça se manifeste à l'ECG basal? Se manifeste par l'onde, par l'espace PR moins de 0,12. C'est pour ça toujours on vous dit l'espace PR doit être entre 0,12 et 0,20. Moins de 0,12. Le temps 0,12, c'est permet aux oreillettes que ici il y aura la transmission du flux des oreillettes vers les ventricules. Il faut au moins 0,12. 0,12 pour que là, elle passe. D'accord? Or que s'il y a une préexcitation, c'est rapide, c'est moins de 0,12. Généralement, c'est aux alentours de 0,08, 0,010, plutôt 0,10. Très bien. Donc, à l'ECG, on trouve un espace PR moins de 0,12 avec empattement de l'onde R. C'est pas grave, l'empattement de l'onde R. Alors, manifestation clinique, généralement, on trouve des palpitations. Des palpitations, pourquoi? Parce que ce Wolff-là, Wolff-Parkinson-White, c'est vrai, à l'état basal et au repos, il n'y a pas de problème, c'est juste il est un peu rapide, c'est tout. Mais s'il y a un problème, c'est quoi le problème? Parfois, parce qu'il y a déjà une nouvelle voix qui passe directement comme ça, et il y a cette voix qui est normale. Là, il va y avoir un court-circuit entre la voix normale et la voix accessoire. On l'appelle le Wolff, on l'appelle voix accessoire, et celle-là, c'est la voix normale. Donc, il va tourner rapidement. Ça, parce qu'au principe, il ne tourne pas, parce qu'il n'y a pas cette voix. Or que dans le Wolff, ça tourne et il y a les accès de palpitation, par exemple. Et à l'ECG, on trouve le Super Wolff, c'est-à-dire un rythme rapide, sur tachycardie à QRS fin ou large. Ça dépend quoi, QRS fin ou large. Ça dépend parce que ça tourne. Est-ce que ça descend par la voie normale? Donc, ça va devenir des QRS fins. Et si elle descend par la voie accessoire, elle va devenir des QRS larges. Dans tous les cas, le rythme est régulier et généralement est très rapide et dépasse 150 cycles par minute. C'est quoi le traitement pour le Wolff-Parkinson-White? En plus du traitement bêta-bloquant et antiarythmique pour limiter les accès, limiter la survenue des accès et carrément, il n'y a pas beaucoup la fréquence, elle ne s'élève pas beaucoup. On a le traitement miracle, c'est quoi? C'est l'ablation de ce faisceau accessoire
Une fois on ablate ce faisceau accessoire par radiofréquence, il faut détecter il est où, chaque malade il est où. Il y a des malades au niveau du septum, il y a d'autres au niveau du pilier de la valve mitrale, il y a d'autres, etc., au niveau de la veine cave inférieure. Ça, c'est à l'ECG, on peut vérifier, on peut savoir est-ce qu'il est à droite, il est à gauche, il est au niveau du septum, la paroi latérale, etc., etc. Et après, on ablate. Une fois on l'ablate, généralement, ça ira bien et vraiment guérison de cette maladie. Alors là, Wolf, QRS large, P, PR short, PR moins 220, Delta Wave, oui, à peu près. Mais QRS large, c'est pas parfois des QRS fin. Ça dépend, j'ai dit, ça circule, il y a un court-circuit. S'il descend par la voie normale, QRS fin. S'il descend par la voie accessoire, c'est des QRS larges. OK, on continue. On continue, je passe directement à l'intitulé d'aujourd'hui. C'est quoi? C'est les tachycardies ventriculaires. Alors, tachycardie ventriculaire, quand même, c'est grave et elle a un pronostic très péjoratif. Et généralement, si on a ce trouble à l'étage ventriculaire et on n'est pas à l'hôpital, généralement, c'est le décès du malade. Alors, on va commencer. Donc, c'est quoi la TV? TV, c'est une arythmie régulière qui naissent sous la bifurcation de l'is, parce que si c'est au-dessus de l'is, la tachycardie elle n'est pas large, elle est QRS sans fin et c'est soit jonctionnelle, soit supraventriculaire. Donc plus de 3 battements, c'est-à-dire plus de 3 QRS larges pour parler d'une tachycardie ventriculaire, avec une fréquence qui dépasse 100 cycles par minute. Et donc, il y a deux mots, soit soutenu, soit non soutenu. Non soutenu, c'est-à-dire moins de 30 secondes. Et soutenu, c'est-à-dire elle tarde, c'est plus de 30 secondes. TV, donc je répète, la tachycardie ventriculaire, c'est une tachycardie. En tant que le mot ventriculaire, donc à QRS large, elle est régulière. C'est important de savoir, elle est régulière. Elle naît au niveau des ventricules, au-dessous de l'is, de la bifurcation de l'is. Et elle doit, par la définition, elle doit dépasser 3 battements parce que n'oubliez pas, on a les extrasystoles ventriculaires, on a les doublés et on a les triplés. D'accord? C'est plus de 3, c'est plus un triplé, c'est une TV. Soit non soutenue, c'est moins de 30 secondes, ou soutenue, si elle dépasse 30 secondes. Il faut que la fréquence elle est supérieure à 100 ou à 120. On va voir après si elle est inférieure à 100. On va parler d'autre chose. Donc, toujours TV à la des QRS larges, parce que si les QRS sont fins, c'est une tachycardie supraventriculaire. Donc, il faut calculer combien la durée des QRS. Et là, on décide est-ce qu'elle est auriculaire ou ventriculaire. On a une dissociation atrioventriculaire. C'est quoi ça? C'est que l'activité auriculaire, elle continue normale. Il y a toujours un stimulus au niveau du pacemaker. Il y a toujours le déclenchement et l'envoi. Donc, il y a toujours l'onde de P toujours présente. Et après, on a le stimulus ventriculaire. Donc, on a les deux stimulus en même temps. Mais vu que la TV, elle est rapide, elle est dépasse 120, or que le rythme normal de chaque personne, il est moins de 200. Donc, l'activité normale, on ne va pas la voir parce qu'elle est cachée par l'attaque cardio-ventriculaire. D'accord? Cachée, oui. Exceptionnellement, on peut voir deux complexes, un complexe de capture et un complexe de fusion. Un complexe de capture et un complexe de fusion. C'est quoi ça? Le complexe de capture, on capte un complexe QRS fin, c'est-à-dire on capte un complexe QRS fin. C'est quoi? On capte un complexe qui vient du nœud sinusal. Un complexe qui vient du nœud sinusal, c'est un complexe qui est fin. Donc, on va voir des complexes à QRS large et après, on va voir un complexe à QRS fin. Pardon. Pardon. Donc j'ai dit
celle-là, regardez, je reviens. Donc, on a dit tachycardie à complexe à QRS large. Attends, on va voir. Voilà. Et toujours, il y a l'activité sinusale normale. Donc, parfois, on capte des complexes fins. On va appeler ça, c'est des complexes de capture. Parfois, c'est quoi les complexes de fusion? C'est un complexe entre les deux, entre un QRS fin normal et entre un QRS large. On l'appelle fusion, c'est-à-dire fusion entre les deux complexes. C'est très important de voir ces deux complexes, que ce soit les complexes de capture ou fusion, parce que là, pour le diagnostic différentiel d'une tachycardie à QRS large, on a d'autres. Pardon, il y avait une coupure, je continue. La RAL, il y a toujours des coupures. En fait, je continue. Donc, pour avoir le diagnostic de certitude d'une tachycardie ventriculaire, il faut obligatoirement avoir le mot dissociation atrioventriculaire, c'est-à-dire soit on voit les ondes de P rétrograde, c'est-à-dire l'activité auriculaire, soit on voit le complexe de capture ou les complexes de fusion. Une dernière fois, c'est quoi complexe de capture? C'est que nous, à l'ECG, on capte l'activité auriculaire d'une sinusale normale, c'est-à-dire un complexe fin. Et les complexes de fusion, on capte un complexe entre les deux, c'est-à-dire fusion entre le complexe fin et le complexe large, c'est-à-dire des tachycardies ventriculaires. Très bien, on va voir un exemple ici. Ici, il y a un exemple. Regardez ce rythme-là. On va commencer à interpréter doucement, c'est-à-dire, alors là, on va dire est-ce que le rythme est sinusal ou non. Il n'y a pas d'onde P visible. C'est vrai que le rythme est régulier. Le rythme est régulier. On va commencer doucement pour savoir c'est quoi ce rythme-là. Toujours le CG, on interprète doucement. Alors, on commence doucement, c'est-à-dire, est-ce que d'abord le rythme, la fréquence cardiaque, elle est à combien? Elle est à 100. 150. Pardon. Non, c'est moi qui ai coupé le son. Donc, je dis là, il faut calculer à combien la fréquence cardiaque. Combien la fréquence cardiaque? Entre 2 RR, c'est pas 100 là. Moi, je vais chercher. Là, c'est pas un seul là. C'est un, ça c'est deux. Donc, il y a deux gros carrés. Donc, ça donne 150. Ça donne 150. Pourquoi? Parce que 300 sur 150, c'est. Pardon. 300 sur 2 égale 150. Très bien. On va voir. Voilà, exactement 150 battements par minute. Donc, on va dire, celle-là, 150, c'est une tachycardie. Très bien. Est-ce que les QRS sont larges ou fins? Toute tachycardie, il faut dire. On va vérifier ça. Large ou fin, c'est quoi la différence? C'est la durée de ces QRS. La durée combien? Si la durée dépasse 120 millisecondes, ça, on parle de QRS large. Si la durée elle dépasse pas 120, on va dire qu'elle est fin. On va voir. On va prendre. Là, c'est vrai que c'est un peu loin, mais par exemple, là, on voit bien en V1, il prend tout le carreau. On sait bien qu'un gros carreau, il y a 5 petits carreaux. 5 petits carreaux. Chaque petit carreau, il est à 0,04. Donc, il faut qu'il y ait au moins 3 petits carreaux dans un complexe QRS. On sait que la durée du QRS se calcule comment? Mais le pied de l'onde R jusqu'à la dernière descente de l'onde S. C'est-à-dire,
on ne prend pas le sommet, c'est-à-dire même le pied, carrément, le pied jusqu'à la fin. Et là, on calcule combien, nombre de carreaux. On va dire, s'il dépasse 0,12, on va dire quoi? On va dire que c'est un QRS qui est large. Et donc, on va parler d'une tachycardie à QRS large. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc, tachycardie, maintenant, est-ce qu'elle est régulière ou non? Est-ce qu'elle est régulière ou non? On vérifie. Là, déjà de loin, on voit qu'elle est régulière, mais on peut vérifier ça. Comment vérifier? On prend toujours un papier et on dessine. Là, on met juste de RR ici, cette distance-là. Et on compare cette distance avec cette distance, avec cette distance, cette distance. Si c'est la même distance, on va parler que le rythme est régulier. Donc, on revient. À l'ECG, c'est quoi? 0. Très bien. Donc, on sait que c'est large. Donc, on dit que c'est une tachycardie régulière à QRS large. Tachycardie QRS, tachycardie régulière à QRS large avec une fréquence à 150. Là, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de doute. Maintenant, comment on va faire la part des chances? Est-ce que c'est une TV? Est-ce que l'origine est ventriculaire ou non? Alors, je vais vous donner une chose. Vous, en tant qu'externe, chaque fois vous voyez une tachycardie régulière à QRS large, vous dites que c'est une TV. C'est une TV. Et même si on vous donne ça dans un cas clinique, c'est une TV. D'accord? C'est une TV. Pourquoi? Parce que les autres diagnostics différentiels, c'est un peu, généralement, on ne donne pas ça pour vous. Je vais citer entre parenthèses les diagnostics différentiels. Par exemple, un BBG complet rapide, on peut voir ça. Un BBG complet rapide, on peut voir ça. Par exemple, comme le Wolf Parkinson-White, une tachycardie, le Super Wolf, on peut voir ça. Autre chose, une tachycardie supraventriculaire avec un bloc fonctionnel. Un bloc, c'est-à-dire il y a un blocage au niveau d'une AV, on peut voir ça. Mais pour vous, tout ça, ces diagnostics différentiels, c'est un peu rare. Ce qui est important pour vous, c'est ça. C'est la tachycardie à QRS large régulière. C'est une TV, c'est une tachycardie ventriculaire. Ici, j'ai une chose à dire, c'est quoi? J'ai dit une chose très importante pour s'assurer que c'est ventriculaire, il faut voir la dissociation entre les oreillettes et les ventricules. Là, ce n'est pas évident de voir, mais là, moi, je vois qu'il a une onde P. Il a une onde P. Celle-là, c'est l'enregistrement de l'onde P du nœud sinusal normal. Regardez là, on enregistre cette onde P qui est là aussi, c'est là aussi. Et cet enregistrement de l'onde de P, il me permet, moi, de dire 100% que ce rythme, il vient du ventricule. Parce que c'est ça notre souci, est-ce qu'il vient des ventricules ou autre endroit? Lorsque je vois c'est cette onde P, je vais dire que ce rythme, il vient des ventricules. Et là, j'ai le mot dissociation atrioventriculaire. Et là, j'ai la certitude que c'est une tachycardie ventriculaire. D'accord? Je passe. Regardez là, la fréquence, elle est encore plus rapide. La fréquence est plus rapide. On va commencer doucement comme toujours. Toujours, ne paniquez pas. Lorsque vous voyez un ECG à l'examen, commencez par la base. Comme ça, vous connaissez comment interpréter. Parce que si vous voyez comme ça, TVA, non, FA, non, flûteur, non, vous allez paniquer. On commence doucement, doucement, jusqu'à on connaît c'est quoi le problème. Très bien. Là, d'abord, est-ce que le rythme est sinusal ou non? Marquez dans votre tête, s'il y a une fréquence qui dépasse 150, généralement, le rythme n'est plus sinusal. D'accord? Parce qu'on ne peut même pas voir l'onde P. L'onde P, si vous voyez ça, vous dites que ça, c'est l'onde P. L'onde P, il faut que la durée entre l'onde P et le complexe QRS est 0,12. Il faut au moins le minimum 3 petits carreaux. Là, c'est moins de 3 petits carreaux, donc ce n'est pas une onde P qui conduit. Il faut 3 petits carreaux pour qu'elle conduise. Là, il n'y a même pas un carreau. Un carreau, voilà, 2 carreaux maximum. Donc, cette onde P, ce n'est pas cette onde P qui conduit. Donc, ce n'est pas un rythme sinusal. Très bien. Celle-là, c'est une tachycardie. On va calculer combien la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, toujours, comment on calcule? C'est 300 sur le nombre de carreaux.
Là, il y a 1,5. 1,5, il y a un gros carreau. Le gros, un gros carreau. Il y a la moitié, à peu près la moitié ici, moitié du carreau. Donc, la moitié, donc 1,5. 300 sur 1,5 égale 200. 200, donc c'est une tachycardie à 200 cycles par minute. Est-ce qu'elle est régulière ou non? On vérifie ici. Comme j'ai dit, on prend un papier et on fait ici, on compare les complexes. Donc, celle-là, elle est régulière. Donc, on va dire une tachycardie régulière. Maintenant, il me reste les QRS, sont larges ou fins. Larges ou fins, en tout cas dans l'examen et même dans la vie courante, on vous donne des ECG où on voit les petits carreaux, les gros et les petits carreaux. C'est-à-dire, on va voir bien. C'est-à-dire, vous allez bien compter combien de petits carreaux, même si là, vous voyez bien, vous voyez pas bien combien de petits carreaux. Mais au jour de l'examen, on vous donne carrément combien de carreaux. Voilà, même dans le CG réel, vous allez compter en exactitude combien de petits carreaux. Donc, chaque petit carreau égale 0,04. Je vous dis là que la durée elle est à 0,14 parce qu'il y a 3 carreaux et demi. Donc, 3 carreaux et demi égale 0. 3 fois 4, c'est 12. 12 et demi, c'est 14. Donc, 3 carreaux et demi. Donc, 3 carreaux et demi, c'est égal 0,14. Donc, pour là, maintenant, c'est une tachycardie régulière à QRS large. Tachycardie régulière à QRS large. Très bien. Comme j'ai dit, pour vous, c'est une TV. C'est une tachycardie ventriculaire. D'accord? C'est une TV. Donc, c'est une TV, il faut commencer à traiter. D'accord? La chose meilleure, c'est qu'on trouve les complexes de fusion ou les complexes de capture. D'accord? Après, dans le groupe, je vais vous envoyer un ECG parce que là, je ne l'ai pas, où il y a les complexes de capture et les complexes de fusion. Comme ça, vous allez savoir. Déjà, on a fait ça dans le syndrome coronarien aigu. Donc, je vais vous montrer maintenant le CG où il y a, après le TD, je vais vous montrer le complexe de capture et de fusion. On l'a vu déjà avant-hier. J'avance. Regardez là, c'est une tachycardie à QRS large, régulière, avec une fréquence qui dépasse 100 cycles par minute. Donc, on revient à la définition de TV. C'est une tachycardie régulière, QRS large, il n'y a pas d'onde P. Il faut au moins plus de 3 carreaux, il faut au moins plus de 3 cycles pour parler d'une tachycardie ventriculaire. Il faut parler, si il y a moins de 30 secondes, si elle est non soutenue, si elle est plus de 30 secondes, elle est soutenue. Tout ça, toutes ces définitions, parce que pour après la prise en charge, si elle est non soutenue, on ne va pas faire des choses. Si elle est soutenue, on va faire des choses, on va voir. Très bien, etc. Très bien. Alors, celui qui voit le curseur, là, j'ai capté l'onde de P. Une onde de P ici. Et là, je suis sûr qu'il y a une dissociation. Même celle-là, c'est des ondes P. Et là, c'est des dissociations. Et là, je m'assure que c'est le rythme. Il est ventriculaire parce qu'il y a activité atriale. Elle est à part. C'est dissocié. Comment dissocier? C'est-à-dire ce complexe-là que je le vois, il ne vient pas des oreillettes. Parce que s'il vient des oreillettes, il vient avant. L'onde P, elle vient avant. Si elle vient après ou n'importe quel endroit, c'est que ce n'est pas cette onde P qui conduit, c'est-à-dire le rythme n'est pas auriculaire. OK, on avance encore. Un peu de clinique. Donc, c'est quoi? Bon, certainement parce que le rythme est rapide, des palpitations, le rythme est rapide, la diastole, elle est courte et donc il n'y a pas de bon remplissage. Donc, il y a augmentation de pression de remplissage et donc il y a une baisse de débit cardiaque et c'est la fameuse dyspnée, malaise, syncope, angor, insuffisance cardiaque jusqu'à l'arrêt cardio-circulatoire. Le mécanisme, ça dépend, est-ce que c'est réentré ou suite à l'infarctus du myocarde. Les étiologies, il y a beaucoup d'étiologies, surtout il y a les cardiopathies ischémiques et encore autre chose, les dysplasies arythmogènes. Pour le traitement de tachycardie ventriculaire, c'est quoi le traitement? D'après vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit c'est quoi le traitement d'une tachycardie ventriculaire? Comment on traite? Un choc.
Un choc électrique. Très bien, choc, choc. Tous, vous êtes d'accord pour faire un choc. Si elle est mal tolérée. Très bien. Donc, si elle est mal tolérée, il faut obligatoirement, si elle est mal tolérée. La tolérance est clinique. Et clinique, c'est-à-dire le malade, est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'on a une pression artérielle normale? Ou la pression artérielle normale, c'est-à-dire une tension qui dépasse 100 cycles par minute ou plus de 100 cycles. Si on a une pression basse où le malade, il n'est pas là, il est presque inconscient, il faut choquer le malade. Donc, pour la tachycardie ventriculaire, parce que la tachycardie, elle dépend qu'est-ce qu'il y a. Si le cœur est sain, il n'y a pas de problème, généralement, le malade il peut supporter ça. Si elle n'est pas trop rapide, il peut supporter ça. Si elle est trop rapide ou il y a déjà une pathologie sous-jacente, il ne peut pas supporter ça. Donc, c'est au cas par cas. Une fois on voit la tachycardie, on confirme qu'il y a une tachycardie ventriculaire. Il faut s'assurer est-ce qu'il est tolérant ou non. S'il est tolérant, s'il n'est pas tolérant, on choque. Maintenant, s'il y a tolérance, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, elle a raison, votre collègue. S'il y a tolérance, c'est-à-dire j'ai une tension normale, mais malade, j'ai une fréquence qui dépasse 150. Il faut traiter ça. On donne généralement les antiarythmiques. Les antiarythmiques et les bêta-bloquants. Alors, le plus important, c'est les antiarythmiques. C'est les antiarythmiques qui vont casser cette arythmie. Les bêta-bloquants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ralentir, ils vont baisser la fréquence cardiaque, mais ils ne vont pas réduire cette tachycardie ventriculaire. Donc, on donne les antiarythmiques. Généralement, on a deux arythmiques à donner. Généralement, on a soit la cordarone, soit l'idocaïne. Généralement, c'est ça qu'on donne. Cordarone ou l'idocaïne. Cordarone à la SAP, au IV, on donne. Et en donnant la cordarone avec des doses exactes, 30 mg par kilo dans 30 minutes. Et après, on peut rajouter, on a la lidocaïne. Et généralement, il faut obligatoirement traiter la cause. Parce que pas mal de fois, la tachycardie ventriculaire, elle cache une vraie étiologie comme l'infarctus du myocarde. Donc, il ne faut pas traiter que cette TV. Il faut essayer de revasculariser le cœur parce qu'en revascularisant le cœur, on ne va plus avoir cette TV. Parce que même si on traite médicalement, elle va revenir si on ne traite pas la cause. Très bien. Donc, c'est bon pour la TV. Très bien. Pas de problème. C'est bon. Tachycardie QRS large. C'est bon. L'ECG est simple. Généralement, elle est simple, TV. Pas de questions pour la TV? Monsieur, on peut avoir une TV associée à un bloc de branche? Alors, est-ce qu'on peut avoir TV associée à un bloc de branche? Oui, certainement. Le problème TV, le mot TV, c'est une tachycardie ventriculaire. Donc, si on dit TV, c'est-à-dire on sait que l'origine est ventriculaire. Donc, parfois, malade, il a un bloc de branche et on trouve un TV, oui. Mais il faut confirmer que c'est une TV, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui a déjà un bloc de branche à l'état basal et par exemple, il a une autre étiologie comme l'anémie. L'anémie, elle donne une tachycardie sinusale, la tachycardie réflexe. Imaginez que ce monsieur, il y a un bloc de branche de base. De base, et la durée du QRS est plus de 0,12. Et là, cette tachycardie, l'anémie ou un choc, ou etc. Donc, on va trouver une fréquence élevée. Donc, si vous voyez ça, vous allez dire que c'est une tachycardie à QRS large régulière qui dépasse 100. Erreur si vous dites que c'est une TV. Comment on peut faire la part des choses? Il faut confirmer, comme j'ai dit, soit si le rythme de base, déjà, il n'y a pas de bloc de branche, donc c'est simple, on va voir les complexes de capture ou fusion. Si on n'a pas ça, il faut voir la dissociation auricule-ventriculaire, c'est-à-dire qu'il faut essayer de voir les ondes de P. Si on voit les ondes de P, c'est bon. On sait que si on voit les ondes de P rétrogrades, on sait que l'origine est ventriculaire parce qu'il y a une dissociation. D'accord? Oui? C'est bon? Docteur, Oui? par rapport à la surveillance, le patient, on le surveille à vie.
ça dépend de l'étiologie. Et généralement, on va traiter. Et le TV, on va l'hospitaliser à l'hôpital. Quand même, c'est grave d'avoir tachycardie ventriculaire. Maintenant, si on trouve c'est quoi l'étiologie, par exemple, à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde, généralement, si on fait la reperfusion, il ne va plus avoir la TV. C'est bon, c'est fini, il n'y a plus de TV. D'accord? Par contre, D'accord, merci. Par contre, il y a d'autres pathologies comme la dysplasie arythmogène, c'est le DAVD. DAVD, c'est une maladie qu'on naît avec, c'est une dysplasie. Cette maladie, par problème, parce qu'il y a les réentrées, donc on va avoir toujours des TV et même des FV. Là, c'est quoi le traitement pour ça? Même si on donne traitement antiarythmique et bêta-bloquant, il va avoir toujours ce problème des TV et des FV. Qu'est-ce qu'on donne ou qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas garder le malade à vie à l'hôpital. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Il n'y a personne. En fait, là, elle vient l'indication d'un défibrillateur implantable. On fait, c'est comme le pacemaker, c'est presque pareil. C'est un appareil, un petit mini appareil comme le pacemaker. On le place sous la peau, au niveau de la poitrine et sous la peau. Et il a des sondes qui passent, il a même la fonction de pacemaker. Il a des sondes qui passent dans le ventricule et dans l'oreillette. Et en fait, cet appareil-là, c'est comme un holter. Il va détecter le rythme cardiaque normal et on va l'apprendre, nous, s'il a un rythme qui dépasse 180 cycles par nous, si nous qu'on place, on peut dire, ça dépend de malade, il fait quel TV à partir de quelle fréquence. On va dire si la fréquence elle dépasse 150 par exemple cycles par minute, il faut choquer. Il va délivrer un choc électrique externe. D'accord? C'est vrai que ce n'est pas externe, c'est interne, donc il va délivrer un choc électrique interne. C'est automatique. Et celui qui a dit c'est très coûteux, la médecine ou la vie n'a pas de prix. D'accord? On n'a pas de prix. Soit il y a le décès, soit il y a, je pense, coûteux, je pense que c'est 50 millions, mais la vie n'a pas de prix. Si vous dites quelqu'un, vous allez décider ou vous payez 50 millions, il va chercher ça, il va la faire. S'il y a l'indication, il faut faire. Il faut arrêter c'est coûteux. La vie n'a pas de prix. Ce n'est pas comme acheter une voiture luxe ou passer par le bus. Non, ça c'est la vie. On traite des personnes. Il y a vie, mort. Chaque mort, il a derrière lui des enfants. On a carrément une vie. Donc la vie n'a pas de prix. Très bien. Donc ça, c'est le défibrillateur. On le place généralement. C'est là l'origine ou l'étiologie de la tachycardie. On ne peut pas le traiter. C'est un problème inné, soit un infarctus non revascularisé, soit la dysplasie arythmogène, soit quelque chose qu'on est né avec, etc., etc. Il y a quelqu'un qui veut parler? Oui, docteur. Oui. Docteur, si le patient ne peut pas acheter le défibrillateur, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Non, il y a le traitement médical. On n'a pas d'alternative. On n'a rien. On a un traitement médical, mais le traitement médical possible, la seule chose qui va la faire, c'est que, en tout cas, si malade, chaque malade, comment, hein? Mais le traitement, déjà pour l'indication du défibrillateur, il a ses indications précises. C'est pas dans votre programme le défibrillateur, mais il a ses indications précises. Si on a l'indication, il faut le placer. Maintenant, si l'indication, on a l'attente, dans le temps d'attente, il faut donner le traitement médical. Ce sont les bêta-bloquants, les antiarythmiques. Espérons s'il va faire le problème, il peut arriver à l'hôpital. C'est ça l'intérêt du traitement. Sinon, s'il habite loin, il ne pourra jamais arriver à l'hôpital. Très bien, on continue. Ça, c'est la tachycardie ventriculaire. Juste, j'ouvre une parenthèse qu'on a déjà fait RIVA. RIVA, déjà, j'ai parlé sur RIVA dans la reperfusion après un infarctus du myocarde. La RIVA, c'est quoi? C'est un rythme idioventriculaire accéléré. Rythme idioventriculaire accéléré, c'est une tachycardie ventriculaire lente. C'est quoi? On va revenir directement tracer. On va comprendre c'est quoi ça.
Alors, on va interpréter ce tracé-là. On va commencer doucement. Est-ce que le rythme est sinusal? Est-ce que le rythme est sinusal? Pardon. Non. Pardon, je reviens. Donc, est-ce que le rythme est sinusal, oui ou non? On ne voit même pas qu'il y a une onde P. Il n'y a pas d'onde P visible. En plus, là, on vous a bien mis, c'est l'inférieur. Généralement, c'est l'inférieur où il y a on voit bien les ondes de P. Donc, il n'y a pas d'onde P visible. D'accord? Très bien. Donc, ce n'est pas un rythme sinusal. Très bien. Encore une deuxième chose. La fréquence cardiaque, elle est à combien? On commence doucement. On ne sait pas. Il nous a appris un jour. 75. Je n'ai pas écouté. Répétez, s'il vous plaît. Répétez. 75. 75. Alors, la fréquence cardiaque, comment on calcule? On prend 2 ondes R. C'est nous qu'on choisit. Généralement, on choisit où il y a 2 ondes R, où il y a un gros carreau pour qu'elle soit simple pour nous. D'accord? Là, par exemple, ce complexe, je vois qu'il y a ici, c'est les gros carreaux. Donc, on peut calculer facilement. Donc, à peu près combien? Combien j'ai ici? J'ai un gros carreau, 2 gros carreaux, 3 gros carreaux et 4 gros carreaux. Donc, l'équation, c'est 300 sur 4 égale 75. Donc, la fréquence cardiaque de ce tracé est 75 cycles par minute. Très bien, très bien. Quoi encore? C'est un rythme qui est régulier. Oui, on prend un papier, on prend les différentes RR. Un rythme régulier, ce n'est pas sinusal, il n'y a pas d'onde P. Est-ce que les QRS sont larges ou fins? QRS large ou fin? Moi, je veux dire que c'est des QRS larges. Larges parce que là, c'est plus de 0,12. Plus de 0,12. Donc, c'est des QRS larges. Très bien. Comme j'ai dit ici, c'est un peu, vous ne voyez pas bien les petits carreaux, mais le jour de l'examen, dans la vraie vie, vous allez voir les petits carreaux. Apprenez par cœur si la durée dépasse 0,12, c'est-à-dire 3 petits carreaux, on dit que les QRS sont larges. Alors là, c'est quoi ce rythme-là? C'est quoi ce rythme? Je vais vous dire une chose. Imaginez une chose. C'est quoi? Imaginez que la fréquence ici, elle est à 150. Imaginez ça. Si la fréquence ici est à 150, on va dire que c'est Une tachycardie ventriculaire. Très bien. C'est une TV. Si la fréquence est rapide, on va dire que c'est une TV. Or que là, la fréquence, elle n'est pas rapide. Et donc, on va parler, c'est une riva. C'est une riva. Donc, la riva, c'est quoi la riva? C'est une TV lente. C'est une TV, elle a les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire le rythme n'est pas sinusal, QRS sont larges, le rythme est régulier, mais elle est lente. Lente, c'est-à-dire elle n'est pas rapide. Donc, riva, c'est une tachycardie lente. C'est une tachycardie ventriculaire lente. La riva, on la voit quand? On la voit quand? Généralement dans la reperfusion. C'est un signe de reperfusion coronaire, c'est-à-dire après soit thrombolyse, soit une angioplastie primaire. C'est bon? On a donné ce tracé dans un examen un jour. On a vu plusieurs réponses. Encore, j'ouvre une autre parenthèse parce que là, je me souviens, l'examen, il y a beaucoup de gens qui ont donné la réponse BBG complet. BBG complet. Vous avez fait les BBG, les blocs. Vous connaissez comment interpréter un bloc de branche? Oui. Très bien. Pourquoi on ne dit pas ici que c'est un BBG? Il n'y a pas de bradycardie. Le rythme n'est pas supraventriculaire. Il doit y avoir un rythme supraventriculaire. Voilà. C'est le mot magique, le rythme pour le bloc de branche. Pour les blocs de branche, que ce soit à droite ou à gauche, le rythme, il doit être supraventriculaire. Ce n'est pas bradycardie comme vous avez dit, non. C'est que le rythme, il doit être supraventriculaire, c'est-à-dire le rythme, il vient du nœud sinusal, c'est-à-dire il y a une onde de P. Pour parler d'un BBG ou un BBD, il faut avoir une onde de P. Il faut que le rythme, il vient du nœud sinusal. Lorsque le rythme il vient du nœud sinusal, là, oui, on peut parler d'un BBG ou un BBD.
Mais lorsqu'il n'y a pas d'onde P, donc le rythme n'est pas supraventriculaire, donc on ne parle pas de BBG. D'accord? On parle autre chose. Ok, j'avance. Donc, celle-là, c'est la Riva. Donc, c'est bon. On a des traitements, soit xylocaïne. Alors, il y a un autre modèle, un autre mode de traitement. Ça, c'est un mode instrumental. Qu'est-ce qu'on fait? Overdrive. Overdrive, c'est en salle de rythmologie. On fait une montée de sonde. Et en montée de sonde. Et par exemple, le rythme du ventricule, il est, par exemple, à 200 cycles par minute. On a remarqué, si on donne des extrastimulus, un rythme qui dépasse 200, c'est-à-dire on donne un rythme à 210 ou à 220, avec un petit peu, c'est-à-dire 4 ou 5 cycles, à 210, 220, après on arrête, généralement on casse la tachycardie. Et là on appelle SAT. SAT, c'est stimulation. C'est la stimulation qu'on fait nous, on dépasse les salles de stimulation. Ça, c'est dans l'hôpital et dans un hôpital où il y a une salle de rythmologie. D'accord? Il y a aussi l'ablation par radiofréquence. Si on trouve l'origine de cette, on voit l'origine, c'est quoi l'origine de cette tachycardie, on peut faire l'ablation. Et ça aussi dans une salle de rythmologie. Et le traitement préventif, c'est les bêta-bloquants et les antiarythmiques. Voilà la DAI, c'est le défibrillateur. C'est le défibrillateur automatique implantable, d'accord? On le place, c'est comme un pacemaker. C'est presque le même opérateur, même geste, même temps d'examen. C'est le même. Déjà aujourd'hui, on a fait dans notre service un défibrillateur. C'est pas comme vous avez des idées d'un truc extraordinaire. On place des défibrillateurs et il n'y a pas de problème. Ok, donc on avance encore. Alors là aussi, c'est une tachycardie ventriculaire. Alors, juste, il y a une particularité. Ici, regardez si vous voyez le curseur. Celle-là, c'est une tachycardie régulière à QRS large. C'est une TV. On a voulu l'arrêter, cette TV. On a envoyé des stimulus. Regardez, on a commencé à envoyer des stimulus. Et regardez, on a cassé la TV. Déjà, les QRS sont devenus fins par rapport à ces QRS larges. Regardez, tac, tac, tac. Ici, ça s'est cassé et ça a commencé les QRS fins. D'accord? Si on envoie des stimulus, c'est moins que la fréquence normale. C'est bon, j'ai terminé avec la tachycardie ventriculaire. C'est la plus importante dans les tachycardies à l'étage ventriculaire. On va passer rapidement flûtère ventriculaire. Alors, flûtère ventriculaire, il est rare. Généralement, on ne le voit pas parce que généralement, il est mortel. C'est un rythme ventriculaire très rapide. C'est un rythme qui dépasse 250 cycles par minute. Généralement, c'est des QRS larges et avec mauvais pronostic. Pourquoi mauvais pronostic? On a vu dans le flûtère auriculaire, généralement, on dit 2 pour 1, 3 pour 1, 4 pour 1, c'est-à-dire 3 ondes P qui vont envoyer et vont donner un seul complexe QRS. Mais parfois, malheureusement, ils vont envoyer directement, on va trouver flûtère 1 pour 1, c'est-à-dire la fréquence, elle est auriculaire égale la fréquence ventriculaire. Et si j'ai cette fréquence-là, elle est presque... Alors, cette fréquence, elle est presque combien? On va voir. Là, c'est pas trop, c'est un carreau et demi. Un carreau et demi, donc aux alentours de 150. Là, c'est un flûtère ventriculaire. C'est quoi la différence entre la flûtère et tachycardie? Ici, pronostic, c'est même que la fibrillation, mais c'est pas le tracé pas la même. On va voir après la fibrillation. Pour la question, le pronostic, c'est le même que la fibrillation, mais le tracé, on va voir après la fibrillation. Ici, dans le flûtère, on a des complexes. On a des complexes QRS. On a l'éjection du sang, parce que chaque complexe, c'est une éjection. D'accord? Ça, c'est la systole. Donc, on a les complexes QRS. C'est vrai que c'est des complexes très larges. Très larges. C'est vrai que la fréquence est rapide. La fréquence est rapide. Mais ça, c'est le flûtère ventriculaire. Comme j'ai dit, c'est rare, c'est exceptionnel. Ce n'est pas pour vous.
perte de l'activité organisée ventriculaire, inefficacité circulatoire. Ça, c'est alors, on va maintenant passer à fibrillation ventriculaire. Fibrillation ventriculaire, ça c'est grave. Ça c'est grave, c'est parmi les choses hyper graves. Et généralement, c'est le décès. Perte de l'activité organisée ventriculaire. Inefficacité circulatoire, c'est le décès. Donc, à l'ECG, on trouve des QRS anormaux, élargis, avec amplitude inégale, anarchique, irrégulière et fréquence rapide. Très bien. On va voir un ECG où il y a une tachycardie. Regardez, on va suivre cet ECG. Là, c'est des QRS normales, extrasystole. Ici, on voit qu'il y a une extrasystole ventriculaire. Après, on va voir. Hop, là, ça commence un rythme. Là, c'est une fibrillation ventriculaire. Fibrillation ventriculaire, regardez, là, c'est une activité anarchique. Anarchique, on ne voit rien. On voit rien. Celle-là, ça tourne, il n'y a pas d'éjection du sang. C'est juste qu'il y a trémulation, presque une trémulation à gros mailles, trémulation de la ligne de base. Celle-là, c'est une fibrillation ventriculaire. Là, il faut choquer le malade. Dans tous les cas, là, ici, vous trouvez ni pression artérielle, ni malade il est conscient, ni il respire, ni wallo. Lorsqu'on voit ça, c'est arrêt de tout. Parce que 3 secondes de ça, on va avoir perte de la conscience, l'anoxie cérébrale, l'atonie de tout le corps et on ne va avoir rien. Très bien. On va voir un autre. Voilà. Celle-là, donc c'est bon pour la fibrillation ventriculaire, activité anarchique. Il n'y a pas d'axe, on ne peut pas calculer l'axe. Il y a activité anarchique. Le traitement, un seul traitement pour la fibrillation ventriculaire, c'est le choc électrique externe. C'est le seul traitement. Et vous savez, oui? Et le massage cardiaque? Bien sûr, c'est le massage cardiaque. Là, pour les gens de l'HCA, on a un TD spécial arrêt cardio-circulatoire. Et dans l'arrêt cardio-circulatoire, on détaille bien est-ce qu'il faut faire un massage ou il faut choquer le malade. Vous savez, là, certainement, il faut faire le massage cardiaque. Mais généralement, si on a le choc à côté de nous, si on choque, on récupère un rythme normal. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas d'activité cardiaque, il faut faire le massage cardiaque, c'est-à-dire masser avec une pression de baisser le sternum 5 cm à peu près, avec une fréquence aux alentours de 80-100 cycles. Il faut faire le massage cardiaque avec la respiration 30 pour 2, etc., etc. Le massage cardiaque s'indique lorsqu'il y a le malade, il est en état de mort apparente. En état de mort apparente, c'est-à-dire il n'y a pas de pouls, le malade est inconscient, il ne respire pas. Ça, état de mort apparente, là, il faut commencer d'emblée à faire un massage cardiaque. Par contre, ce malade-là, c'est par exemple, on a la possibilité, on a un scope à côté de nous, ou on est à l'hôpital. On est à l'hôpital, on peut scoper le malade. Si on scope le malade, on voit qu'il y a cette tachycardie, il y a cette fibrillation ventriculaire. Là, si on choque le malade, on va récupérer le malade. D'accord? Donc, il faut choquer. Là, le plus important, c'est de traiter ça, c'est le choc. Le massage cardiaque est indiqué partout, c'est-à-dire tout arrêt cardio-circulatoire, il faut faire le massage cardiaque. OK. On passe torsade de pointe. Encore, cette pathologie torsade de pointe, c'est rare. C'est une TV polymorphe et non soutenue. C'est quoi TV polymorphe? Parce que je n'ai pas encore détaillé dans la tachycardie ventriculaire. Parce que pour faire, nous, l'ablation de cette tachycardie, il faut calculer, il est où l'axe de cette TV, parce qu'on sait que TV, elle a un axe et elle sort d'un seul point. Elle sort d'un seul point et c'est pour ça qu'on peut faire l'ablation de cette tachycardie ventriculaire. Pour la torsade de pointe, il n'y a pas d'axe. Il n'y a pas d'axe, c'est-à-dire TV, elle est polymorphe. C'est ça le mot polymorphe. TV polymorphe, c'est-à-dire il y a plusieurs axes. On va voir après un tracé. Généralement, elle vient lorsqu'il y a une extrasystole ventriculaire qui tombe sur une onde de T. L'onde de T, donc le cœur il est en période réfractaire. Il va y avoir un chamboulement de l'activité rythmique et il y aura cette torsade de pointe.
Puis TV atypique, les QRS larges, variation de l'amplitude des QRS avec changement de l'axe. Et le pronostic, c'est comme la fibrillation ventriculaire. Alors, certaines sources considèrent que la torsade de pointe, non, non, le flux-terre, il est régulier. Vous allez voir. On a commencé à 14 heures. Alors, vous allez voir le tracé ici. Regardez ça, le tracé d'une torsade de pointe. Celle-là, c'est une torsade de pointe. Regardez, là, c'est un complexe qui est normal. Tout ça, c'est torsade de pointe. D'accord? Regardez là, l'axe. Là, par exemple, en D3, là, les complexes qui sont larges, qui sont réguliers, sont négatifs. Après, là, ils sont déphasiques. Après, ils sont devenus positifs. D'accord? Donc, que ce soit dans la tachycardie ventriculaire monomorphe ou dans la flûteur ventriculaire ou dans on ne voit pas ça. Parce que l'axe est toujours constant, que ce soit dans le flûteur, que ce soit dans la tachycardie ventriculaire. Dans la torsade de pointe, il n'y a pas d'axe. Il y a plusieurs axes. C'est pour ça qu'on parle de TV polymorphe. Ici, il y a un axe, donc il y a un point de départ. Ici, il y a un autre point de départ. D'accord? Regardez, ça change. Ça change. D'accord? C'est pour ça, même l'amplitude change. L'axe et l'amplitude changent. Là, c'est la torsade de pointe. D'accord? Donc, favorisé par une bradycardie importante, hypocalémie, QT lent, intoxication médicamenteuse. Traitement généralement, c'est le magnésium, correction de l'hypocalémie et accélération de la fréquence cardiaque. Dans tous les cas, on peut donner les antiarythmiques et les bêta-bloquants, mais généralement, ça ne marche pas beaucoup dans la torsade de pointe parce que la torsade de pointe, généralement, elle a une étiologie. Étiologie, ce n'est pas comme la tachycardie ventriculaire, c'est ischémique ou c'est irréversible. Généralement, soit l'hypocalémie, soit la bradycardie importante, soit intoxication médicamenteuse, soit un QT lent. Donc, on traite généralement par un peu de magnésium, un peu de potassium. On accélère un peu la fréquence cardiaque et ça ira. Maximum pour une torsade de pointe, on peut la choquer si on perd l'activité cardiaque, c'est-à-dire malade inconscient, on peut la choquer. Bien sûr, torsade de pointe, il n'y a pas d'activité. Hein. C'est une TV polymorphe. C'est comme l'attaque cardio-ventriculaire. On prend est-ce qu'il y a une tension ou non, est-ce qu'elle est tolérée ou non. Si elle est mal tolérée, on choque. Si elle est tolérée, on traite médicalement, c'est-à-dire on corrige les troubles ioniques. Très bien. D'autres questions? J'ai terminé les troubles du rythme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, docteur. Oui. Je n'ai pas bien compris la différence entre une torsade de pointe et une fibrillation ventriculaire. Alors, la fibrillation ventriculaire, il n'y a pas d'activité cardiaque. C'est-à-dire c'est une activité anarchique. Regardez, celle-là, activité anarchique. C'est quand anarchique, il n'y a pas d'axe. Ici, on ne peut pas calculer l'axe. On ne peut pas calculer l'axe, il y a comment? Parce que c'est une activité anarchique. Il n'y a pas de complexe QRS. Il n'y a pas de complexe QRS. C'est juste comme la fibrillation atriale, c'est une trémulation de la ligne isoélectrique. D'accord? Il n'y a pas de vraie activité. Par contre, dans la torsade de pointe, il y a une activité. Regardez là le flûteur ventriculaire. Il y a une activité, on peut calculer l'axe. L'axe, parce que là, je trouve qu'il est positif en D2, positif en D1, positif en D3, négatif là en AVF. Donc, on peut calculer, aller aux alentours de D2. Donc, on peut calculer où l'axe. D'accord? Par contre, même la tachycardie ventriculaire, on calcule l'axe. Par contre, torsade de pointe, il n'y a ni l'axe qu'on peut le calculer, ni, regardez, l'amplitude change. Parfois, elle est moyenne, parfois, elle est haute, parfois très haute, parfois, elle est basse. Et généralement, torsade de pointe aussi, alors je ne dis pas généralement, parfois, elle s'arrête spontanément. Spontanément, c'est-à-dire sans rien faire, elle s'arrête. D'accord. Merci. Alors, une question, comment faire la part des choses entre REVA et ploxynorgia 3e degré? Très bien, bonne question. Alors, comment on peut faire la différence entre les deux? Qui peut me répondre?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Le bloc sino-auriculaire QRS fin. Non, le bloc sino-auriculaire 3e degré QRS large. Le BAV 3e degré, c'est bradycardie régulière. Alors, bien sûr, c'est la fréquence cardiaque qui peut faire. Celui qui a donné la question ici, ce qu'il a donné, c'est une question précise parce que c'est vrai que c'est presque le même tracé. La seule différence entre les deux, c'est que la fréquence, elle est basse. La fréquence cardiaque, elle est basse. Dans les blocs, la fréquence, elle est moins de 50. Dans les blocs, généralement, la fréquence, elle est moins de 50. Or que la Riva, la fréquence, elle est aux alentours de 80, 100. D'accord? C'est le même tracé. C'est question de fréquence cardiaque, c'est tout. Encore? Il n'y a pas d'autres questions? Docteur, on peut dire la différence entre RIVA et bloc auriculo-ventriculaire complet, l'existence de l'onde P et du bloc auriculo-ventriculaire complet. Non, il n'y a pas d'onde P. Donc, vous avez oublié le bloc. Le bloc, vous parlez, lui, il parle de bloc sino-auriculaire. Il ne parle pas de bloc auriculo-ventriculaire. C'est différent.